Bonjour, avec notre partenaire habituel, le CHS, Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains, ici représenté exceptionnellement par Françoise Blum, qui en est la cheville intellectuelle habituellement, nous allons interroger une historienne, Malika Rahal. Malika Rahal, vous êtes chargée de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, IHTP, pour les intimes. Vous avez par ailleurs un enseignement à Sciences Po, vous avez commencé par enseigner dans une université britannique et vous allez nous parler de l'Algérie qui nous travaille. L'Algérie qui nous travaille de part et d'autre de la Méditerranée, et je voudrais incarner, sans trop insister, rassurez-vous, le sens commun français. Et ma première question, c'est: y a-t-il au sud, au-delà de la Méditerranée, une espèce de conscience ou de mémoire de la sédition et de la révolte qui pourrait ressembler à ce que les Français sont persuadés d'avoir comme mémoire? Je cite quelques dates: 1789, 1830, 1848, 1871, et si on veut s'amuser, 1968, terminus, tout le monde descend. Est-ce qu'il y a en Algérie cette espèce d'inconscient collectif? Alors, il y a une réponse en deux temps à votre question. La première réponse, c'est oui, il y a quelque chose comme ça. Si on remonte par exemple à la guerre d'indépendance qu'on nomme la Révolution, vraiment, on retrouve dans, y compris les préparatifs de la guerre d'indépendance, le souvenir des révoltes anciennes du 19e siècle contre la colonisation française. Le souvenir notamment de certaines figures de hors-la-loi qui sont demeurées à l'extérieur du régime français pendant toute la période coloniale. On raconte souvent des histoires de gens qui ne se sont jamais complètement soumis, qui sont demeurés dans les montagnes, des bandits d'honneur, et cette mémoire-là, elle a fonctionné jusque dans le temps de la Révolution, avec y compris des personnages qui avaient vécu comme ça et qui se sont ensuite engagés dans la lutte pour l'indépendance. Et cette lutte pour l'indépendance, ensuite, elle a servi de matrice imaginaire extrêmement puissante, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Quand on a vu naître de la violence dans le début des années 90 notamment, il y avait, y compris chez les insurgés islamistes, des références à cette révolution et donc à ses antécédents que je viens d'évoquer, de la part des islamistes insurgés, et la revendication d'un héritage du coup de la révolte et de la révolution. Et la deuxième partie de ma réponse, c'est que paradoxalement aujourd'hui, en tant que tel, en tant que combat de hors-la-loi, en tant que combat armé, en tant que bandits d'honneur, etc. On n'a pas ça du tout présent dans les manifestations aujourd'hui. Il y a bien des références à la guerre d'indépendance, elles sont vraiment fortes et elles sont vraiment puissantes, et il y a cette idée de continuer le combat, mais le combat, on le qualifie vraiment complètement différemment. Le combat, il est absolument légal, il est absolument dans une revendication de constitutionnalité, il est dans une revendication de pacifisme très fort qui, pour le coup, a pour objet vraiment de trancher avec ça d'une façon symbolique forte. Effectivement, la véritable référence, et on va y revenir presque pendant toute cette émission, c'est 1962. 1962, c'est la fin de 132 ans de colonialisme. 2019 voudrait être la fin de 57 ans de confiscation du pouvoir par le FLN. Est-ce qu'il y a là, vous voyez, un véritable parallèle? Il y a des échos très forts. D'abord, il y a quelque chose dans ce qui se passe, c'est-à-dire la description de ce qu'on voit là en 2019 et de ce qu'on voyait en 1962. Il y a par exemple dans l'énormité du mouvement quand même qui est relativement inédit, enfin qui n'a pas en taille, en nombre de manifestations, en couverture du territoire, qui n'a pas d'équivalent en réalité dans la région dans les dernières années, quelque chose qui ressemble à 62. Des manifestations qui sont partout,
des manifestations qui rassemblent toutes les classes sociales, des rassemblements et des manifestations qui sont souvent mixtes, pas toujours, mais qui sont souvent mixtes, surtout depuis que les étudiants sont rentrés dans le mouvement, et ensuite depuis qu'un vendredi est tombé le 8 mars, qui est vraiment une journée du droit des femmes qui est très très célébrée en Algérie. Alors du coup, on a une présence féminine, ça a accéléré la participation féminine aux manifestations. Il y a dans tout ça quelque chose qui ressemble à 1962 dans l'utilisation des corps, la danse, le chant, les slogans aussi. Il y a quelque chose qui est similaire. Les slogans, par exemple, le peuple. Par exemple, un seul héros, le peuple. Voilà, le retour de ce slogan qui est vraiment un slogan de l'année 62 qui visait vraiment à dire la révolution a été gagnée par le peuple et d'une certaine façon non aux héroïsations individuelles ou aux personnalités mises en avant trop fortement. Qui était un peu une façon de résister notamment à la prise de pouvoir de l'armée en 1962. Mais ce slogan fort, on l'a revu. On l'a revu par exemple à Sidi Bel Abbès en tête du cortège. On avait une banderole, un seul héros, le peuple, dont moi il me semble que même la graphie, la police de caractère d'une certaine façon, reproduisait des photos qu'on connaît de 1962. Et ce rejeu, justement, comme disent parfois les historiens, trait d'union, jeu, J-E-U, va jusqu'à utiliser parfois des photos genre sépia, précisément, pour être raccord, n'est-ce pas ? Oui, après la première manifestation du 22 février, on a vu éclore, par exemple, sur les réseaux sociaux, des photographies qu'on a transformées pour les passer en sépia, mais parfois seul le drapeau restait en couleur, et où on se dit, c'est pas possible dans la sélection de la photo et dans sa transformation, c'est obligé que les gens qui ont transformé cette image aient eu dans la tête des photos très connues de 1962, une famille à moto, quelqu'un en vélo, voilà, des images de foule, des images de foule mixte, des images de la danse justement. C'est nécessaire que dans la création de tous ces objets qui accompagnent la manifestation, qui accompagnent les marches, en fait, les gens avaient ça nécessairement en tête. Il me semble aussi qu'il y a eu un slogan assez intéressant. On réclame, je crois, et vous me direz si c'est juste, une deuxième indépendance. Et ça m'a d'autant plus intéressé que cette histoire de revendication d'une deuxième indépendance, on la voit à un moment ou à un autre, à des moments très différents, à travers toute l'Afrique. Pas seulement l'Afrique, d'ailleurs, en Amérique latine, etc. Et donc, je voulais savoir si je ne me trompe pas, et s'il y a bien eu ce slogan-là, ou en tout cas, si c'est quelque chose qui est apparu. C'est quelque chose qui apparaît dans plein de slogans différents, et aussi maintenant que à côté des manifestations, on a aussi énormément de débats, par exemple sur les chaînes privées, mais aussi depuis 2 ou 3 jours aussi sur les chaînes publiques. On a des débats contradictoires très explicites, ce qui est complètement une nouveauté en fait, qui est un peu un choc culturel. Cette idée apparaît. Alors moi j'avais aussi entendu 1962 la naissance de l'État, 2019 la naissance du peuple, ou l'indépendance de l'État, l'indépendance du peuple. Enfin voilà, des mises en parallèle, et cette idée que le combat a continué. Alors moi il y en a un qui m'a beaucoup touchée, c'est la façon de reprendre des héros. Donc les seuls héros, ou les seuls bons héros étant les héros morts de la guerre d'indépendance, les martyrs de la guerre d'indépendance, et de se présenter comme les enfants de l'Arbi Ben Mehdi. Repose-toi, l'Arbi Ben Mehdi, tes enfants sont là. Ou bien le héros des avocats, Ali Boumengel, qui a été assassiné pendant la bataille d'Alger, lorsque les avocats ont manifesté le 23 mars dernier, qui est la journée nationale de l'avocat. Le slogan était Boumengel artah artah, sanouwasilul kifah. Boumengel, repose-toi, nous continuons le combat. Donc se placer dans la continuité du combat avec d'autres méthodes et avec des objectifs évidemment différents, mais quand même se placer dans cette légitimité du combat révolutionnaire. Et du coup, être à la fois un écho, une deuxième naissance,
et une poursuite, un prolongement des objectifs anciens. Y a-t-il pas un peu un paradoxe, parce que si je ne m'abuse, Bouteflika lui-même est un des héros de l'indépendance. Il n'est pas tout à fait mort, c'est peut-être ça la différence, mais c'est un des héros de l'indépendance. Donc est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de bizarre? Oui, alors du coup, je répondais pas à une chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que cette idée de la deuxième indépendance, ou cette idée du renouveau, ou du prolongement de l'indépendance, comme dans d'autres pays africains, on l'a déjà entendu au moment du coup d'État de Boumedienne en 1965. C'était la rectification révolutionnaire, la correction révolutionnaire. Donc l'idée que la révolution n'était pas complètement bien partie et qu'on pouvait la corriger. Et cette idée de 62 comme un ratage, comme quelque chose qui n'aurait pas été suffisamment bien réussi et qu'il faut rejouer, c'est un discours qui ne naît pas en 2019. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je me rappelle d'un ancien chef de la guerre d'indépendance qui, dans un documentaire réalisé il y a quelques années, disait, en parlant de ce qui se passe en 1962, l'indépendance et la révolution, d'une certaine façon, elle est partie penchée. C'est-à-dire, elle a fini par tomber, mais elle était partie penchée, donc c'est pas complètement étonnant qu'elle n'ait pas réussi. Et ça, c'est un discours politique récurrent, mais aussi qu'on trouve largement répandu. C'est vraiment, il se trouve que je travaille actuellement sur un projet sur 1962, et dans beaucoup d'entretiens, il se passe deux choses. D'abord, les gens ont un premier réflexe qui est de pas vouloir vraiment s'y plonger. Et puis on comprend un petit peu plus tard pourquoi c'est un peu difficile de s'y plonger, parce que des fois c'est un peu douloureux au regard de ce qui a suivi. Voilà, se replonger dans l'immensité des espoirs de 1962, c'est un peu difficile parce que aujourd'hui, alors avant 2019, le présent contraste de façon un peu négative avec l'énormité de ce qu'on avait espéré. Et donc cette idée de 62 comme mauvais départ, comme révolution partie penchée, c'est quelque chose qui a été assez répandu et qui du coup vraiment se cristallise actuellement avec des discours très radicaux qui poussent ce discours-là très loin, y compris le FLN, celui non pas de la Révolution, mais celui qui est né en 1962, le FLN dégage, où vraiment il faut maintenant créer un régime qui soit un renouvellement de ce qu'on a connu depuis l'indépendance. Et est-ce qu'on regrette la prise de pouvoir par Boumedienne? Est-ce qu'il y a éventuellement une nostalgie à l'égard de Ben Bella? Vous avez dit vous-même en 65, donc Boumedienne prend le pouvoir, renverse Ben Bella qu'il fait interner, et il y a aussi une vague de répression à ce moment-là. Alors, c'est violente. Je n'ai pas trouvé de slogan ou de discours qui fasse tellement de distinguo entre avant 65 et après 65, la distinction entre Boumedienne et Ben Bella. On a des gens qui disent non, quand même, là où ça commence vraiment à aller mal, c'est plutôt dans les 20 dernières années. C'est vraiment le régime de Bouteflika, et il faudrait réussir à distinguer avant Bouteflika et après Bouteflika. Et je pense qu'il y a probablement des choses différentes qui sont dites dans la rue, dans les slogans, et qui sont dites par exemple dans des discussions ou dans des forums plus restreints et où on peut avoir une parole plus nuancée. Mais cette distinction-là autour de 65, je l'ai pas perçue jusqu'à maintenant. Il y avait aussi une possibilité de faire référence à 62 en marchant et en faisant référence au génie des lieux, si j'ose dire. Est-ce que, je ne sais pas, la Grande Poste, le QG de 58, est-ce que les lieux, lorsque les manifestants passent, jouent un rôle? La place Maurice-Audin. Alors voilà, par exemple, un des lieux très anciens de rassemblement dans la ville d'Alger, y compris du temps colonial, c'est justement cet ancien
forum, l'historien Arthur Asraf a écrit un petit texte à ce sujet sur la façon dont, par exemple, en 1958, le lieu de rassemblement de ces manifestations du 13 mai 58, en fait le lieu d'où la République, la 4e République chute et d'où De Gaulle revient au pouvoir, c'est ce qu'on appelait à l'époque le forum, cette place très grande et descendante vers la mer au centre d'Alger, qu'aujourd'hui on appelle très différemment, on appelle la place de la Grande Poste, et qui est effectivement un lieu important actuellement, mais pas dans les mêmes. Le centre de cette place n'est plus le même. C'est plus justement l'ancien forum, c'est vraiment le parvis de la place de la Grande Poste. Et je trouve que là, on sent la rupture qui était celle de la ville coloniale à la ville post-coloniale. C'est pas du tout les mêmes populations. Les gens qui manifestent en 1958 ne sont pas les habitants algériens, ou alors vraiment de façon marginale, très mise en scène et un peu forcée. Et donc du coup, c'est pas les mêmes lieux dans lesquels ils se retrouvent. Et l'émergence d'autres lieux de symboles, effectivement, qui ont pris une tonalité nouvelle. Alors il y a un lieu complètement improbable qui est le tunnel des facultés, qui est quand même plutôt un tunnel de voiture avec un éclairage assez moche pour un tunnel de voiture où on évite de passer à pied parce que ça sent pas bon et que on n'est pas à la lumière du jour, et qui là est devenu un lieu où ont été prises d'abord beaucoup de photographies chaque fois que les manifestations passaient, filmées beaucoup de vidéos, et où je pense qu'il doit y avoir un effet sonore, de sentiment de foule très puissant, et qui est devenu un lieu très photogénique, très cinégénique, et où certains disent il y a un côté, il y a une expérience mystique à passer dans ce tunnel en chantant ces slogans, parce que vraiment on a le sentiment de faire foule. Et juste l'entrée du tunnel des facultés, c'est cette fameuse place Maurice Audin, qui a parfois été un lieu de rassemblement, mais souvent des rassemblements assez restreints dans les dernières années, et avec cette fresque dédiée à Maurice Audin à l'entrée vraiment du tunnel des facultés, en céramique, comme il y en a plein dans différents quartiers d'Alger, mais celle-ci représente Maurice Audin, et où les étudiants sont allés coller leurs post-it avec les idées en arabe, en français, en anglais, probablement en tamazight, j'imagine, de qu'est-ce qu'ils imaginent pour l'Algérie de demain. Donc des lieux nouveaux. Les étudiants jouent un rôle important, il me semble de plus en plus important d'ailleurs dans la révolte contemporaine. Mais il y a eu d'autres mouvements étudiants en Algérie depuis 62. Et est-ce que là aussi il y a des récurrences, des réminiscences? Est-ce qu'il y a une mémoire des mouvements sociaux algériens, voire internationaux, et là je pense évidemment aux révolutions arabes toutes proches, dans ce mouvement contemporain? Est-ce que on se souvient que les étudiants ont manifesté très peu, je crois, au moment de la prise de pouvoir de Boumedienne, mais ensuite, après la guerre de 67, enfin, est-ce que ça existe chez les manifestants contemporains? Et est-ce qu'aussi le souvenir de l'Algérie socialiste, c'est-à-dire de la Mecque des révolutionnaires qui était Alger, travaille les imaginaires? Alors du coup, pour répondre à toutes ces questions, il faudrait travailler beaucoup plus que moi je n'ai pu le faire. Je vais donner des réponses qui sont vraiment à partir de l'observation de ce que j'ai pu moi collecter comme source. Je pense à par exemple une discussion que j'avais hier avec la cinéaste Habiba Jahnin, qui était justement en train de collecter des paroles d'étudiants ou de jeunes, et de vouloir mettre d'autres cinéastes plus de la jeune génération sur les traces de ce qui est en train de se passer, pour collecter des paroles beaucoup plus précises que ce que je vais dire maintenant. C'est difficile de dire quelle est l'histoire de ces mouvements et à quoi on fait référence. C'est certain que vraiment depuis l'indépendance, les étudiants jouent un rôle important, et ils jouent un rôle important d'abord à l'indépendance parce qu'il y a un énorme investissement qui est fait en Algérie comme dans les pays voisins
autour de la question de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de l'accès à l'enseignement supérieur, avec des nombres d'étudiants et de lycéens qui augmentent très rapidement à partir de l'indépendance. Mais encore dans les années 60, les étudiants, c'est encore une élite qui n'est pas très nombreuse. Donc les grandes manifestations, notamment celle de 67, notamment celle de 68, notamment celle de 71. Elles sont importantes, mais elles sont pas aussi massives que celles d'aujourd'hui. Il y a aussi la question, par exemple, de la participation des jeunes dans vraiment le grand festival algérois de 1969, le festival panafricain de la culture de 1969. Peut-être que ce qu'on retrouve davantage, c'est des références, en tout cas chez certains, aux manifestations et aux luttes des années 80. Je pense notamment aux luttes féministes des années 1980, notamment la lutte contre le code de la famille qui a été passé en 1984 et qui était vraiment un code extrêmement réactionnaire, autour duquel il y a eu quand même des mobilisations, des manifestations d'associations de femmes, mais pas seulement, tout à fait spectaculaires. Et là, je pense qu'on trouve et on perçoit des slogans similaires et des slogans de toutes ces luttes des années 80, notamment les luttes pour la culture berbère du début des années 80 qu'on a retrouvé encore dans les années 2000. On retrouve un certain nombre de ces slogans anciens, Algérie libre et démocratique, Oulash smah oulash en berbère, aucun pardon face à la répression de l'État. Donc de ça, on trouve des traces. Probablement un des lieux où il faudrait interroger la réminiscence de ce passé révolutionnaire, de Alger, Mecque des révolutionnaires, et lieu où les différents mouvements de la lutte anti-impérialiste se retrouvent, c'est dans quelque chose qui est assez frappant. En fait, dans les manifestations de 2019, on a un retour, on l'a beaucoup dit, un retour des symboles patriotiques, le drapeau algérien omniprésent, les hymnes, vraiment, mais souvent entonnés par la foule, extrêmement émouvant, pas seulement l'hymne national, et presque j'allais dire moins l'hymne national que l'hymne très ancien du nationalisme qui a été le premier hymne de la guerre, Min Jibelina, de nos montagnes descend la voix des hommes qui luttent pour la liberté. Mais ce drapeau algérien omniprésent, il n'est pas seul aujourd'hui, il est très souvent accompagné du drapeau amazigh. Et c'est assez émouvant de voir que, alors que la question régionale a été plutôt dans les dernières années un lieu de mobilisation parfois antagonique, avec la question régionaliste posée de façon parfois très virulente. Aujourd'hui, le mouvement, en tout cas à l'heure actuelle, semble avoir complètement dépassé cet antagonisme. On va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Mais il est aussi très souvent accompagné du drapeau palestinien. Et cette présence du drapeau palestinien, qui est vraiment quand même très forte, mais pas seulement à Alger, qui a aussi été vraiment spectaculaire, par exemple dans une ville comme Oran, c'est une des choses qui, c'est pas la seule, mais c'est une des choses qui émane par exemple des stades et des associations de supporters, dont on a déjà eu l'occasion de voir par des images ou des slogans que pour les associations de supporters, c'est une cause vraiment très très importante. Et ce drapeau, il est présent dans beaucoup de lieux, dans toutes les grandes manifestations. Et je me demande voilà, il faudrait creuser un peu plus pour savoir ce que les acteurs eux-mêmes, comment ils décrivent cette présence du drapeau et quel discours il y a autour de la présence de ce drapeau. Ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est de chaque côté de la Méditerranée, en miroir biseauté, une pyramide des âges inversée. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays immensément jeune dirigé par un vieux. La France est un pays immensément vieux dirigé par un jeune. Je vous laisse la responsabilité. Il suffit de regarder. Non, mais c'est passionnant. Je me demande si ça joue. La dernière fois qu'un président, c'était le général Zerwal, qui était né en 1941, était plus jeune
que les dirigeants français. En 1994, Mitterrand était né en 1916. En 1995, Chirac était né en 1932. Donc Zeroual, beaucoup plus jeune, 41. Aujourd'hui, on a 40 ans de différence entre le premier président français né après la guerre d'Algérie, Macron, 77, et Bouteflika, 37. Est-ce que, alors que nous avons parallèlement un mouvement dont il faudrait que vous nous disiez comment il se baptise, ou pour employer un mot plus laïque, il se nomme, et les Gilets jaunes. Nous avons là, ça a lieu en même temps, quelque chose de fascinant et de vertigineux, je trouve. J'aimerais que vous nous en parliez. Alors, et ça va rebondir aussi sur la question de Françoise de tout à l'heure. Effectivement, l'entrée des étudiants dans le mouvement, elle est aussi spectaculaire, si vous voulez, que la pyramide des âges et que la politique vraiment d'accès très fort à l'enseignement supérieur en Algérie. Et du coup, voilà, ils colorent le mouvement par leur masse. Ils colorent aussi le mouvement par le fait que les universités, elles sont extrêmement bien réparties dans le territoire, que beaucoup de villes sont des centres universitaires aujourd'hui, et donc elles participent du fait que c'est pas la seule raison, mais elles participent du fait que le mouvement est sur l'ensemble du territoire. Comment se nomme-t-il ce mouvement? Il a fallu, je pense, un peu de temps pour que le terme se cristallise. Dans les premiers jours ou même dans les premières semaines, il y a eu un effort assez grand de fait pour se distinguer des printemps arabes ou des mouvements de 2011 de Tunisie et d'Égypte, avec parfois des réactions vraiment assez virulentes pour dire nous ne sommes pas le printemps arabe. Il y avait aussi, de façon extrêmement manifeste, le sentiment que il fallait répondre à un certain nombre de passés algériens ou à l'extérieur, et aussi à des situations du présent, se distinguer de ce qui s'est passé dans les années 1990, qui a, par certains aspects, commencé par avoir des points communs avec ce qui se passe aujourd'hui, hein, l'effervescence, la multiplicité des mouvements, la revendication citoyenne également, mais dont on sait qu'elle a conduit à des transformations politiques, et ensuite elle a accompagné le pays dans l'entrée dans la violence des années 1990 et l'insurrection islamiste des années 1990. Donc vraiment se distinguer de ça en justement valorisant complètement le caractère hyper discipliné, hyper unitaire, hyper pacifique du mouvement, et c'est ça qui est vraiment sidérant et qui a complètement étonné, je pense, certains Algériens eux-mêmes, et probablement certaines élites algériennes qui ne pensaient peut-être pas leur peuple capable de cela. Cette énorme autodiscipline, donc en même temps de l'effervescence, de la libération du corps, du chant, etc. Et en même temps, vraiment, tout va se passer bien, la rue est à nous, une appropriation de la rue, et si la rue est à nous, on va la rendre impeccable. On va balayer derrière nous, on va ramasser les ordures, on va veiller à ce que chacun s'entraide dans le mouvement. Et ça, je pense que c'est une réponse à ces événements passés, une réponse à l'image de l'Algérie à l'extérieur et aussi à l'intérieur, et le fait de vouloir justement trancher. Ne pas adopter dans les premières semaines, ça a changé un peu par la suite, mais pas complètement, mais dans les premières semaines, on a très peu entendu les slogans des printemps arabes. Le peuple veut la chute du régime a été marginal parmi les slogans, et on avait vraiment une unité massive autour de quelques chants et quelques mots d'ordre. Il n'y aura pas de 5e mandat Bouteflika, tu peux amener les brigades d'intervention, tu peux amener la Sa'iqa, les commandos, il n'y aura pas de 5e mandat. La République, c'est une république, ce n'est pas une monarchie. Djumhuriya Mashi Memlaka. Et donc, quelques slogans vraiment qui ne débordaient pas du tout, avec pas de revendication révolutionnaire et pas de nomination de ce mouvement comme révolution. Et donc, la cristallisation de la nomination, elle s'est faite plutôt
récemment autour d'une expression qui est al-hirak al-sha'bi, le mouvement populaire. On dit très peu, quelques intellectuels commencent à dire la révolution. Moi, je l'entends pas beaucoup dans les sources qui proviennent de la rue. Mais le Hirak Sha'bi, le mouvement populaire, ça a l'air d'être la dénomination vraiment qui émane et qui est intéressante parce que c'est presque le seul endroit où on entendrait un écho. C'est le Hirak du Rif marocain, c'est le mouvement de contestation, le mouvement du Rif marocain où probablement on entend un petit écho. Il y a une donnée qui est considérable, et peut-être que c'est le caractère non violent de ces manifestations qui entraîne, mais pas seulement ça, c'est l'absence de répression. Parce qu'après tout, on pouvait s'attendre à ce que l'armée intervienne. Est-ce que justement le caractère immensément pacifique du mouvement coupe un peu les ailes de l'armée, je dirais, ou est-ce que l'armée a aussi quelques problèmes à régler avec le régime, et dans ce cas-là se tient... Parce que, en fait, beaucoup des révolutions, c'est ça, ce qui est déterminant, c'est l'intervention ou non de l'armée. Oui. Et pour l'instant, l'armée n'intervient pas en Algérie. Alors moi, je fais partie des gens pour qui l'armée et son rapport au pouvoir reste vraiment une boîte noire assez opaque. Donc je vais rester plutôt du côté de la description de ce qui se passe dans la rue, en sachant que, oui, très vraisemblablement, il y a de la décision de ne pas intervenir, et il faudrait des gens plus savants que moi pour vous dire qui ne prend pas cette décision d'intervenir. Ce qu'on voit effectivement, c'est dans les mots d'ordre très fort et assez émouvant dès le début, celui-ci, Jish Sha'ab Khawa Khawa, l'armée et le peuple sont frères, où le Jish bien souvent ne désigne pas seulement les militaires, mais on l'utilise aussi pour les policiers, ou parfois on a la variante Shorta ou Sha'ab Khawa Khawa, la police et le peuple sont frères, et des gestes vraiment très apaisants de la part de la foule, ou très respectueux de la part de la foule vis-à-vis de ces forces de l'ordre, notamment très tôt, le 22 février, ensuite le 1er mars, des images de cordons de manifestants qui se mettent entre la foule et les forces de l'ordre, comme pour empêcher le passage et empêcher qu'il y ait toute violence qui puisse être commise, et de la part de la police ou de la part des forces de l'ordre, des réponses qui sont aussi des réponses globalement bienveillantes. Je pense qu'il y a quelques cas où il y a eu des gestes plus durs, et puis dans les deux dernières manifestations, notamment l'avant-dernière, au moment où dans les semaines précédentes, en particulier à Alger et dans les quartiers où il y avait eu un peu de casse et un peu de gens qui étaient plus prêts à en découdre, les policiers et les brigades d'intervention rentrant dans la manifestation et reprenant non pas les slogans anti-Bouteflika ou anti-5e mandat, ou en tout cas d'après les images que j'ai pu voir de mon côté, mais reprenant les slogans l'armée et le peuple sont frères, la police et le peuple sont frères, ou les slogans patriotiques, One, Two, Three, Viva l'Algérie, et donc vraiment des scènes plutôt fraternelles. De fait, derrière ça, il y a bien sûr probablement des décisions qu'il faudrait analyser plus finement. C'est pas qu'une question de bons sentiments dans la rue, mais ces bons sentiments dans la rue, malgré tout, ils font aussi l'événement, ils font aussi l'image, et ces images, elles ne cessent de circuler et de mettre en avant un mouvement quand même assez unique par ce caractère-là. Alors il y a, en France en particulier, notamment véhiculé par Le Figaro, une espèce de morale de l'histoire. Dans le football, on dit « et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne ». Ça devient « et à la fin, c'est les islamistes qui ramassent la mise », avec une vision de ce mouvement que je résume rapidement, démocrate des villes, islamiste des champs. Vous avez l'impression que ces espèces de forces prétendument obscures, mais on a vu qu'elles peuvent l'être, on a vu qu'il y a un modèle qui joue beaucoup parmi les élites du pouvoir algérien, c'est le modèle égyptien. Est-ce que vous craignez qu'à la fin, ça puisse ressembler à cela, c'est-à-dire des islamistes qui ramassent la mise, puis un Sissi local, un maréchal local, lui-même ramassant la mise? Je vous mentirais si je vous disais que cette crainte n'existe pas.
probablement, ou en tout cas pour moi-même. Probablement ce qui est différent entre l'Égypte et l'Algérie, mais c'est difficile de savoir quel poids ça peut avoir, c'est que lorsque les événements de 2011 ont commencé en Tunisie et en Égypte, l'Algérie avait déjà vécu plusieurs années auparavant des choses qui étaient similaires. Évidemment, c'était pas le même temps, c'était pas la même histoire. Aujourd'hui, les événements d'Algérie sont régulièrement comparés aux événements de Tunisie et d'Égypte. On n'est pas dans le même temps, c'est pas non plus complètement la même histoire, mais l'Algérie aussi, elle a son propre passé et sa propre expérience. Donc, ces expériences algériennes, ces expériences voisines en Égypte et en Tunisie, la connaissance de tout cela, ça a un rôle. On ne voit pas pour l'heure apparaître des choses qui sont comparables à ce qui existait dans l'Algérie de la fin des années 80 ou du début des années 1990. Ça ne veut pas dire que les mouvements islamistes n'existent pas, ils ont des formes qui sont assez différentes. Il existe des partis islamistes qui ont un discours qui est quand même considérablement moins agressif que celui du début des années 1990, qui était lui-même considérablement plus agressif que celui de la Tunisie ou de l'Égypte des islamistes de 2011 dans ces deux pays. Donc à chaque fois, on est quand même dans des configurations qui sont assez différentes. Des forces politiques qui travaillent en sous-main, il peut y en avoir. On a des organisations, notamment dans les migrations, qui commencent à jouer leur rôle de vouloir reprendre à leur compte. Il n'y a pas que les islamistes, mais il y a aussi les islamistes. Il y a une organisation qui s'appelle Rachad qui travaille en ce sens et qui est proche des islamistes ou qui est islamiste. C'est pas la seule coloration politique qui peut l'emporter ou qui peut colorer le mouvement. Du côté, par exemple, de la pensée économique, il y a aussi, je pense, un certain nombre d'acteurs qui doivent se frotter les mains en se disant chic, on va réussir à avancer nos idées au bénéfice de ce mouvement qui est en train de se produire. Ça s'entend un petit peu, par exemple, dans les débats économiques qui ont lieu actuellement, en vue d'une très grande libéralisation de l'économie du pays et d'une remise en jeu de ce qui a fait quand même un certain nombre des caractéristiques de son économie dans les années passées. Ça a été une économie dont on a beaucoup dit qu'elle a été assez fermée, mais aussi ça lui a donné des outils de protection d'une certaine façon. On a des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir vraiment ouvrir l'économie du pays. Donc on a quand même, il n'y a pas que les islamistes qui essaient de jouer de la situation à venir. Et là aussi, pour le coup, l'histoire est intéressante, c'est-à-dire regarder comment ça s'est passé en Égypte, regardez comment la libéralisation de l'économie et le discours sur la libéralisation de l'économie s'est naturalisé au bénéfice du mouvement de 2011. Là, pour le coup, il y a des choses également à apprendre. Vous avez beaucoup travaillé, Malika Rahal, sur la violence dans l'histoire. Là, nous avons quelque chose de non violent, vous avez insisté là-dessus. Mais est-ce que vous croyez à cette espèce de violence en cascade que j'ai pour ma part remarqué, à savoir des résistants français torturés par les nazis, qui torturent des résistants algériens qui luttent pour l'indépendance, qui eux-mêmes torturent des islamistes. Et il semblerait que là, ça pourrait enfin s'arrêter. C'est une thèse ou c'est une façon de penser qui a beaucoup été appliquée à l'Algérie. On a beaucoup voulu voir des généalogies de la violence. Souvent, alors notamment la question s'est beaucoup posée dans les années 90. Autour de la résurgence de la violence et de pourquoi une société, de comment une société pouvait être capable de produire une telle violence ou de tels massacres et avec une forme d'une certaine façon, voilà, de mise en accusation de la société elle-même qui aurait en germe une espèce de passé mal digéré. Je pense que c'est comme historien, c'est des thèses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise en fait. On n'est pas très à l'aise parce que on le sait bien, on n'a pas les outils
pour réfléchir à ça. On a la psychanalyse à ses outils, la littérature à ses outils pour essayer de suivre des filiations de la violence. Mais passer de l'individuel au collectif, c'est vraiment une question qui est difficile pour nous. Alors tout en ayant l'impression qu'il y aurait à penser cette façon dont la violence demeure en souterrain dans une société et elle peut ressurgir à un autre moment, on est bien obligé de s'en prémunir. Mais là, il faut dire autre chose. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même de la création du mouvement actuel, qui de toutes les façons renvoie dans les corps de toutes ces réflexions-là pour dire, en fait, nous, on est capable de vraiment faire du neuf. On est capable de mettre au rencard toutes les prédictions funestes, en tout cas à l'heure qu'il est, et qui a un désir de créativité qu'il est presque un désir et une créativité d'un mouvement pacifique qu'il est presque douloureux de vivre de loin. Voilà. Eh bien, nous terminons avec ce neuf, avec ce bel aujourd'hui, avec cette création, bien que le titre soit Présence du passé, mais la présence et l'avenir l'emportent aujourd'hui, pour le moment, sur le passé. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.